Après avoir tué un policier à bout portant, un meurtrier psychotique entraîne les enquêteurs à sa poursuite à travers le Midwest américain. Personne ne sait quelle sera sa prochaine cible, et le nombre de ses victimes ne cesse de croître. Le FBI et les services de police des États touchés font une course contre la montre pour délivrer le centre de l'Amérique de ce tueur à l'esprit dérangé. En l'Indiana, à 8 h du matin, le 22 septembre 1986, un agent de probation se rendait chez un ex-prisonnier en liberté conditionnelle dans un quartier pauvre en banlieue d'Indianapolis. C'était un rendez-vous de routine qu'il avait fixé une semaine plus tôt. L'agent de probation Thomas Gall devait obtenir un échantillon d'urine de l'ex-prisonnier pour s'assurer qu'il n'avait pas consommé de drogue. Michael Wayne Jackson, 40 ans, avait été libéré d'une prison fédérale 5 mois plus tôt, après avoir été incarcéré pour possession illégale d'armes. Il avait également des antécédents d'abus de drogue et il était atteint de schizophrénie paranoïde aiguë. Il semblait hésitant à laisser entrer Gall chez lui, mais l'agent insista. Quelques instants plus tard, un voisin entendit des cris en provenance de la maison de Jackson. Il aperçut alors l'agent qui sortait de la maison en courant. Jackson le suivit et tira l'agent dans le dos avec un fusil au canon tronçonné. Il tira le dernier coup à bout portant. Le voisin appela la police tout en continuant de surveiller Jackson pour voir ce qu'il ferait ensuite. Il déclara à la téléphoniste du service d'urgence que l'ex-prisonnier était sorti de nouveau de chez lui, toujours armé de son fusil. Mais cette fois, il portait un imperméable noir et se dirigeait vers son pick-up vert. Des policiers d'Indianapolis se ruèrent chez le meurtrier avant qu'il n'aille trop loin. Le voisin avait remarqué que Jackson était chaussé de souliers de course et qu'il portait un jean quand il était parti. Jackson eut le temps de prendre la fuite avant que la police n'arrive. Comme l'agent de probation de cet ex-prisonnier était un employé du gouvernement fédéral, on avisa le FBI. Thomas Gall, 39 ans, avait été tué d'un coup de feu à la tête. L'agent spécial Jack Osborne du bureau d'Indianapolis fut assigné à cette affaire. Quand je suis arrivé à la maison de Jackson, la victime se trouvait toujours sur la scène du crime. Nous avons fait venir de nombreux agents et policiers afin qu'ils interrogent les gens du quartier qui avaient été témoins du meurtre. Le voisin qui avait appelé le service d'urgence déclara que le comportement de Jackson était devenu de plus en plus étrange ces derniers temps. Il l'avait vu à plusieurs reprises devant chez lui se parler à lui-même à voix haute et de façon agitée. Les agents appelèrent le bureau de probation afin d'en savoir un peu plus sur le passé de Jackson. Au cours de son incarcération l'année précédente, on avait diagnostiqué qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde et qu'il était de caractère antisocial. Il devait entrer régulièrement en contact avec le service de santé mentale d'Indianapolis et recevoir ses médicaments tous les mois pour cette maladie.
Les agents craignaient qu'il n'ait interrompu son traitement. Des experts en scène de crime notèrent l'emplacement de 3 douilles de fusil de calibre 12 près du corps de l'agent de probation. Thomas Gall avait reçu 3 projectiles et le dernier d'entre eux lui avait été fatal. Cet ancien combattant du Vietnam occupait cet emploi depuis 11 ans. Il était le premier agent de probation fédérale à être tué dans l'exercice de ses fonctions. Thomas Gall laissait derrière lui une jeune famille et de nombreux amis. Je connaissais très bien Tom. Je connaissais sa famille aussi, sa femme et ses 2 enfants. Il avait été Marine et avait passé 1 an au Vietnam. Nous en avions parlé un peu. C'était un homme charmant, compétent, et il prenait son job à cœur. C'était difficile de travailler sur cette affaire sans que les liens qui nous unissaient ne viennent interférer dans ma façon de la gérer. Selon les policiers qui fouillèrent la maison de Jackson, l'endroit était insalubre. Parmi les rebuts éparpillés sur le sol de sa maison, ils trouvèrent la chemise que Jackson portait au moment où il avait fait feu sur l'agent et qu'il avait ensuite enlevée. Elle était toute éclaboussée de sang. Des déchets et des déjections d'animaux jonchaient le sol de la maison. Il n'y avait ni électricité ni eau courante. Sur un comptoir de la cuisine, les enquêteurs trouvèrent une scie à métaux, de même que la partie sciée du canon et de la crosse de la carabine qu'il avait vraisemblablement utilisée pour le meurtre et qu'il avait emporté sans doute avec lui. Pendant que les techniciens fouillaient la maison, un bulletin d'alerte leur parvint sur la radio policière. À seulement 8 km de là, des témoins avaient assisté à un autre homicide. 20 minutes après le meurtre de l'agent de probation, un 2e homme avait été tué d'un coup de fusil dans une épicerie et un 3e homme avait été kidnappé. Les agents interrogèrent une femme qui leur décrivit le tireur. Il avait des cheveux en bataille, il portait une barbe et il était vêtu d'un imperméable de couleur sombre. La femme ajouta que le meurtrier était déguisé de façon bizarre. Les témoins de l'épicerie nous ont appris que le suspect était entré dans l'établissement avec un fusil en main. Son visage était barbouillé. On aurait dit qu'il s'était mis de la graisse et de la peinture en atomiseur. Il en avait aussi sur les cheveux et la barbe, ce qui lui donnait une allure plutôt étrange. Les agents étaient convaincus qu'il s'agissait de Jackson. La femme déclara qu'à 8h20, un homme armé et dont le visage était recouvert de peinture avait fait irruption dans le commerce et demandé de l'argent. Pris de panique, le propriétaire avait eu du mal à ouvrir sa caisse enregistreuse. Mais le tireur ne voulait pas attendre. Pour ne pas repartir bredouille, il força le livreur de pain qui était là à l'emmener avec lui dans son camion de livraison. La femme n'avait pas vu dans quelle direction il était parti. Les enquêteurs firent ajouter ces nouvelles informations au bulletin destiné aux unités de patrouille. Des experts en scène de crime trouvèrent une douille de calibre 12 près de la caisse enregistreuse, soit le même calibre et la même marque que celle de la première scène de crime. Des chevrotines furent recueillies sur la victime pour être comparées à celles trouvées dans le corps de l'agent de probation. « 20 minutes plus tard, les agents reçurent un appel du livreur de pain. Jackson l'avait laissé à l'aéroport sans lui faire de mal. Mais l'homme déclara que le fugitif était encore armé et toujours en cavale. À la pointe de son fusil, Jackson s'est emparé d'un autre véhicule à l'aéroport. Puis, il a pris l'autoroute, toujours en Indiana, et s'est arrêté à une station-service Sunoco où il a pris de l'essence pour $10,50. Il est parti sans payer à bord de ce véhicule dont on nous a fourni la description. Une femme se trouvait alors avec lui. Comme le livreur de pain, la femme fut libérée peu de temps après et elle appela le service d'urgence.
Mais une deuxième femme n'aurait pas autant de chance. Vers 9 h, une jeune mère arrivait à la maison en banlieue d'Indianapolis après avoir fait quelques emplettes en ville. Elle sortait ses sacs de l'auto quand Michael Wayne Jackson descendit du pick-up rouge volé à l'aéroport. Hey! Joe! Joe! Get in the car! Get in the car! Get! C'était le troisième otage de Jackson en moins de 60 minutes. Jackson la garda captive pendant plus d'1 heure en conduisant, le fusil sur les genoux. Elle le supplia de la laisser partir, mais il refusa. Il était impossible de faire entendre raison à ce forcené. Elle lui a alors demandé pourquoi son visage était couvert de graisse et de peinture, mais il n'a pas pu lui fournir d'explication. Il lui a dit que si elle ne lui obéissait pas, il la tuerait. Comme la femme ne voyait guère d'issue à sa situation, elle sauta à l'extérieur du véhicule à la première occasion. La voiture lui écrasa la cheville, mais elle put se rouler un peu plus loin pour ne pas se faire blesser davantage. Cette jeune mère d'un enfant fut soignée dans un hôpital du quartier où elle raconta sa mésaventure. Elle avait échappé à son ravisseur à Frankfort, soit à près de 65 km au nord-ouest d'Indianapolis. Une fois encore, les policiers durent modifier le bulletin transmis aux unités de patrouille. Ils y ajoutèrent la description de la berline et indiquèrent que le conducteur avait quitté Frankfort et roulait en direction nord. Les enquêteurs tentaient par tous les moyens de prévoir quelle serait la prochaine manœuvre de Jackson. Ils recueillaient au plus vite toutes les informations sur le passé du suspect pour tenter d'y trouver un indice. Mike Jackson avait un lourd passé criminel. En 1985, à Indianapolis, il avait été arrêté par une juridiction fédérale et accusé d'avoir eu dans son véhicule des bombes de fabrication artisanale, de même qu'une carabine qu'il s'était plus ou moins fabriquée. Pour ces délits, il avait été condamné à 1 an de réclusion dans une prison fédérale, suivi de 3 années de libération conditionnelle. Tout au long de sa vie, Jackson avait également séjourné à plusieurs reprises dans des institutions psychiatriques. Malgré les fortes objections de sa famille, ses psychiatres lui avaient récemment donné congé parce que ses médicaments pour la schizophrénie semblaient très efficaces. Mais sans supervision, Jackson avait sans doute arrêté son traitement. Après 2 meurtres et 3 enlèvements en moins de 2 heures, personne ne savait maintenant où Jackson se trouvait. On triait toutes les informations. On tenait les services d'urgence du secteur, ceux du reste de l'Indiana et des autres juridictions au courant, pour tenter de trouver où Jackson se trouvait. Mais les autorités n'eurent pas le temps de parer le coup. À 10h15, Jackson décida de changer de voiture à nouveau. Il fit irruption dans la maison d'une femme et de son enfant, toujours à Frankfort. Il lui ordonna de prendre les clés de sa voiture, sans quoi il la tuerait, elle et son fils. Elle obéit. En moins de 2 heures, Jackson avait enlevé pas moins de 5 personnes. Le meurtrier devenait de plus en plus audacieux et agressif. Les agents devaient l'arrêter avant qu'il ne tue à nouveau. Le 22 septembre 1986, à 10h30, Michael Wayne Jackson, 40 ans, avait abattu son agent de probation ainsi que le propriétaire d'une épicerie avant d'enlever 5 autres personnes à bord de leur voiture, tout ça en moins de 2 heures et demie.
Le FBI et la police de l'Indiana croyaient que le meurtrier se dirigeait vers le nord depuis Indianapolis, mais on ignorait à quel endroit exact il se trouvait et vers quelle ville il se dirigeait. Pour les enquêteurs, Jackson, armé d'un fusil au canon tronçonné et le visage peint argent, était sans doute en crise psychotique après avoir cessé de prendre ses médicaments. La dernière fois qu'on avait vu le fugitif, il se trouvait à Frankfort, où il avait enlevé une mère et son enfant après avoir fait irruption chez eux. Il était impossible de savoir ce qu'il ferait ensuite. Jackson conduisit ses dernières victimes à un secteur isolé à 12 km de chez eux. Il les obligea à descendre de voiture avant de voler l'alliance de la femme. Il ne fit aucun mal à la femme ni à son enfant. Mais il les abandonna à 20 minutes du téléphone le plus proche. Dès qu'elle le put, la femme appela pour signaler l'enlèvement et dire où le meurtrier les avait laissés. L'agent spécial Jack Osborne fit alors émettre un mandat fédéral pour faire arrêter le fugitif sur présomption d'homicide. Mais avec si peu d'informations sur l'endroit où il se trouvait, il serait difficile de l'empêcher d'attaquer à nouveau. Nous savions alors que Jackson quittait le secteur de Frankfort, mais nous n'avions pas la moindre idée de l'endroit où il se dirigeait, de la façon dont il s'y rendrait, de la route qu'il emprunterait, et encore moins s'il enlèverait encore quelqu'un dans les prochaines heures. Comme Jackson agissait visiblement au hasard, les agents n'avaient d'autre choix que d'étendre leur champ de recherche. Ils avisèrent tous les bureaux du FBI dans un rayon de 1200 km, incluant Cleveland, Chicago et Saint-Louis. Ils contactèrent également la mère du fugitif au Mississippi, mais celle-ci déclara n'avoir aucune idée de l'endroit où son fils pouvait se diriger. Les enquêteurs tinrent les médias informés. À midi, la photo de Michael Wayne Jackson fut diffusée à tous les bulletins de nouvelles dans la région d'Indianapolis. 6 heures plus tard, Michael Wayne Jackson refit surface près de Saint-Louis. Il avait parcouru près de 500 km vers le sud-ouest, à proximité d'O'Fallon, au Missouri. Les policiers de ce secteur reçurent des rapports de 2 résidents dont la voiture avait été volée par un homme au visage peint argent et armé d'un fusil. La description de leur voiture immatriculée au Missouri fut ajoutée à la liste des voitures volées par Jackson. Il faut compter environ 5 heures de route d'Indianapolis à Saint-Louis. Au début de la soirée du 22 septembre, les services de police des comtés et de l'État du Missouri ont reçu nos communiqués et nous ont contactés pour nous dire qu'ils croyaient que Jackson se trouvait dans leur secteur. Quelqu'un qui correspondait à sa description avait tenté d'enlever des gens et il avait volé une voiture. Plus tard ce jour-là, sur une route rurale, un 3e habitant d'O'Fallon qui rentrait chez lui après sa journée de travail vit le suspect au volant de la voiture de sa femme. L'homme ignorait que Jackson avait tué 2 personnes plus tôt le même jour. Le suspect, aux cheveux en bataille et au visage peint argent, refusa de s'arrêter. À la première intersection, le meurtrier lui barra la route et brandit son arme. À 19 h, l'homme appela la police pour signaler qu'un forcené avait tiré un coup de feu sur sa voiture. Il était rentré chez lui plus tard pour découvrir que sa femme et son beau-père avaient été attaqués par le fugitif, mais n'étaient pas blessés grièvement. Les autorités ajoutèrent la description de la berline bleue et son numéro de plaque d'immatriculation au rapport sur Jackson. On en était maintenant à la 7e voiture volée par le suspect en moins de 12 heures. Malgré les informations relayées aux unités de patrouille, Jackson était toujours introuvable.
Puis les policiers de la patrouille des autoroutes du Missouri furent dépêchés sur la scène d'un accident sur l'autoroute 70 à O'Fallon, près de l'endroit où le fugitif avait été vu pour la dernière fois. Une voiture avait embouti un arbre. On déclara mort le conducteur. Comme il faisait nuit, les policiers ne purent toutefois déterminer l'étendue de ses blessures. Les circonstances de sa mort étaient suspectes et sa famille demanda que son corps soit soumis à une autopsie. Le médecin légiste découvrit qu'on lui avait tiré un coup de feu à bout portant par la fenêtre de sa voiture avec un fusil de calibre 12, soit la même arme que celle dont Jackson s'était servi pour abattre son agent de probation et le propriétaire de l'épicerie. Les experts envoyèrent les chevrotines recueillies sur la victime au laboratoire judiciaire de l'État de l'Indiana pour qu'elles soient comparées aux autres. Il faudrait attendre quelques jours avant d'avoir les résultats. Les unités de patrouille aérienne redoublèrent d'ardeur pour trouver le fugitif armé. Vers 19h30, à 16 km de là, une berline noire immatriculée au Texas arriva à une station-service de Waynesville au Missouri. Jackson avait enlevé cette 8e voiture et pris son conducteur en otage. Le commis de la station-service ignorait que l'homme au visage peint argent était recherché. Mais lorsque le fugitif lui paya les $10 d'essence qu'il devait, le commis remarqua qu'il avait un fusil sur les genoux et que ses mains étaient maculées de sang. Il alerta immédiatement les autorités qui, une fois encore, mirent à jour les informations relayées aux unités de patrouille. Cette fois-ci, le bulletin incluait la description de la berline noire immatriculée au Texas. La police de Wright City au Missouri ratissait toutes les routes de l'État. À 21h15, le chef de la police de la ville et un sergent aperçurent Jackson dans la berline sombre. Celui-ci ne semblait pas savoir quoi faire. Le chef demanda alors des renforts par radio. Malheureusement, ils n'arrivèrent pas à temps. Le sergent fut touché à la tête. Jackson prit alors la fuite. Comme la blessure du sergent semblait mineure, le chef décida de le laisser aux soins d'un témoin et de poursuivre le fugitif. Mais le chef ne parvint pas à le rattraper. À 8 km de là, 2 patrouilleurs des autoroutes aperçurent la berline volée abandonnée sur un terre-plein. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais la clé était toujours dans le contact. C'est alors que les agents entendirent des bruits en provenance du coffre. Ils s'attendaient au pire. Ils ne trouvèrent toutefois que le propriétaire de la voiture. Il était traumatisé, mais pas blessé. Comme il disait s'être fait voler toutes ses cartes et qu'il était impossible de vérifier son identité, les policiers s'assurèrent qu'il n'était pas armé. Il décrivit son ravisseur. C'était un homme dont le visage était couvert de peinture argent, armé d'un fusil au canon tronçonné. Il ignorait dans quelle direction le fugitif était allé, mais il semblait avoir une arme avec lui car les policiers ne la retrouvèrent pas dans la voiture. Ne sachant trop dans quelle direction le fugitif était parti et s'il avait enlevé une autre victime, le FBI et la police élargirent leur zone de recherche. Après plusieurs heures, ils n'avaient rien trouvé, comme se le rappelle l'agent spécial chargé de l'affaire à Saint-Louis, Al Alteroff. Le soir où Michael Wayne Jackson a abandonné ce véhicule, on a ratissé l'autoroute, direction sud, et le lendemain matin, direction nord. Nous ne l'avons pas retrouvé. Ensuite, quand j'ai compris que les recherches seraient plus longues que ce que j'avais prévu initialement, j'ai demandé qu'on m'envoie davantage d'agents du FBI. Des agents des autorités fédérales et de l'État examinèrent le dernier véhicule volé par Jackson.
ils remarquèrent que la portière du côté du conducteur avait été perforée lors de l'échange de coups de feu avec la police. Comme on ne retrouva pas de projectile à l'intérieur, on en déduisit que Jackson avait peut-être été touché aux côtes. Le fait qu'il ait abandonné le véhicule à peine quelques instants plus tard pouvait expliquer qu'il n'y ait pas de sang sur le siège. Nous avons émis l'hypothèse qu'il avait peut-être été blessé et qu'il était allé au bord de l'autoroute, en direction sud, se reposer un peu. Il avait peut-être ensuite été incapable de se relever à cause de cette blessure, ou alors il était mort. Les autorités érigèrent un périmètre de sécurité d'un rayon de 8 km autour de Wright City. Les 1200 habitants se réveillèrent le matin pour trouver leur ville remplie de policiers à la recherche d'un meurtrier armé et à l'esprit dérangé. Comme il n'y avait jamais eu d'homicide à Wright City, où les activités criminelles étaient plutôt rares, ils étaient terrorisés. Beaucoup d'entre eux verrouillèrent leurs portes pour la première fois et interdirent à leurs enfants d'aller à l'école ce jour-là. On quadrilla la région en secteur d'1 000 carrés. Des équipes de recherche constituées de chiens renifleurs, de membres de l'unité SWAT, d'agents du FBI et des policiers de l'État se mirent au travail. On distribua la photo du suspect aux membres des équipes et on fit renifler les vêtements de Jackson aux chiens limiers. Des centaines de bâtiments habités ou inoccupés parsemaient le paysage. Il fallait tous les fouiller. Au cours des jours suivants, on examina de nombreux endroits à plusieurs reprises. C'était un travail ardu qui prenait beaucoup de temps. Les chiens limiers, reconnus pour leurs larges mâchoires et leurs longues oreilles, perçoivent les moindres odeurs. Malheureusement, ils ne trouvèrent aucune trace de Jackson. Près d'un bâtiment, des membres de l'équipe de recherche trouvèrent ce qui semblait un campement abandonné, mais ils apprirent bientôt que les casseroles et le vieil imperméable avaient été laissés là par un travailleur itinérant au moment des récoltes. Malgré une semaine de recherche, les équipes n'avaient rien découvert sur Jackson. On essayait de ne pas se laisser décourager. On gardait le moral en se disant que ce jour-là serait le bon, qu'on allait le trouver. C'est le genre de cas où nos équipes sur le terrain s'attendent à tout moment à voir le suspect. Ça les motive à continuer. De leur côté, les médias informaient le public pendant que le FBI et la patrouille d'État arrêtaient toutes les voitures qui empruntaient le segment d'une quarantaine de kilomètres de l'autoroute d'un côté et de l'autre de Wright City. Un des automobilistes déclara être le neveu du fugitif. Il avait entendu parler des recherches et il désirait venir en aide à la police. Selon lui, son oncle n'avait aucun mal à survivre en forêt. De plus, comme Jackson possédait un gilet pare-balles, il était possible qu'il le porte. Cela pouvait expliquer comment il avait pu échapper à la police, malgré le fait qu'il ait reçu un projectile à la cage thoracique. On avait des chiens renifleurs spécialisés dans la recherche de cadavres, mais on n'a pas retrouvé de corps. J'étais donc enclin à croire qu'il était toujours en vie et en bonne santé. Les fermiers de la région vaquaient à leurs occupations quotidiennes, tout en demeurant vigilants. Une semaine après le début des recherches, une femme aperçut le fugitif, barbu, vêtu d'un imperméable noir, un fusil à la main. Elle s'empressa de le signaler aux autorités, mais les policiers arrivèrent trop tard. 7 jours après le départ précipité de sa maison d'Indiana, le fugitif meurtrier était toujours en cavale. Les agents du FBI devaient absolument le retrouver avant qu'il ne fasse une autre victime. Le 28 septembre 1986, une semaine s'était écoulée depuis le début de la poursuite de Michael Wayne Jackson, un fugitif armé, recherché après avoir commis plus d'un meurtre, en plus d'avoir volé maintes voitures et blessé un policier. Le criminel de 41 ans avait été vu pour la dernière fois à pied dans le secteur rural de Wright City, au Missouri.
Malgré des recherches intensives, le FBI et la police locale n'avaient trouvé aucune trace du meurtrier. Les agents du FBI croyaient que Jackson avait peut-être volé une autre voiture pour échapper à ses poursuivants. À court d'idées, ils se tournèrent vers Ron Walker, spécialiste de sciences comportementales au FBI. On m'a demandé d'évaluer, ou de prédire plutôt, ce qu'il ferait par la suite. À quel endroit il irait, selon moi. Et plus important encore pour eux à ce moment-là, de leur dire s'il se trouvait toujours dans le secteur qu'ils fouillaient depuis 7 jours. L'agent Walker examina les antécédents psychologiques et criminels de Jackson. Il lut également le rapport des derniers événements. Comme on n'avait signalé aucun autre crime depuis la dernière semaine, il en conclut que Jackson se trouvait vraisemblablement encore à Wright City. J'en ai déduit qu'il était toujours là et qu'il était peut-être un peu désorienté. Compte tenu de ses tendances paranoïdes et de sa crainte d'être capturé, il éviterait tout contact avec des gens, sinon pour mettre la main sur un véhicule et s'enfuir. C'est pour cette raison que j'ai dit au policier qu'il était primordial de rester vigilant pour lui montrer qu'il était toujours recherché très activement, pour ne pas qu'il ait l'impression qu'il pouvait facilement fuir en enlevant une autre personne dans sa voiture. Comme le fugitif se trouvait sans doute encore dans le secteur, le FBI demanda l'aide de Bob Swaib du bureau de Knoxville au Tennessee. Au cours de sa carrière, ce pisteur a entre autres retracé le meurtrier de Martin Luther King Jr., James Earl Ray, après qu'il se soit enfui de sa prison en 1976. Les agents espéraient que Swaib parviendrait à trouver Jackson à l'aide des infimes indices à sa disposition. Il est très rare qu'on trouve une empreinte parfaite. On doit apprendre à interpréter les traces sur le sol. Et la moindre anomalie, comme une feuille retournée, ou une brindille cassée ou encore écrasée. Grâce à son expérience, Swaib peut facilement distinguer une empreinte animale d'une empreinte humaine en évaluant sa profondeur et la hauteur des branches abîmées, l'état des herbes au sol, de même que la température de la trace. Alors que les animaux réchauffent l'emplacement où ils se sont couchés, ce n'est pas le cas des humains dont la chaleur est retenue par les vêtements ou les chaussures. Mais même pour un pisteur d'expérience comme Swaib, ce serait tout un défi de trouver la trace de Jackson, compte tenu de l'ampleur des recherches. Beaucoup de gens étaient passés par là avant nous. Je crois qu'il y avait 200 ou 300 agents de police en tout, à la recherche du fugitif, avant même qu'on se soit rendu sur place. Ça rendait notre tâche plus difficile. Puis, le 29 septembre 1986, un habitant de Wright City confirma ce que le psychologue avait soupçonné. Quelqu'un était entré par effraction dans sa maison d'invités. Rien n'avait été volé, mais il avait trouvé un miroir brisé, des rasoirs jetables utilisés et une boîte de soupe en conserve ouverte. Dans le lavabo de la salle de bain, les experts trouvèrent des poils tachetés de peinture argent. Il semblait bien que Jackson avait encore modifié son apparence. Après 9 jours de recherche, les agents craignaient que le fugitif n'ait échappé aux policiers en affichant une nouvelle apparence. L'agent spécial Jack Osborne prit les mesures nécessaires pour en informer le public. Le 1er octobre, on a mis le nom de Jackson sur la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI pour que l'information soit diffusée à l'échelle nationale. Les recherches pour le retrouver à Saint-Louis et Wright City ont continué encore pendant plusieurs jours. Des gens avaient signalé sa présence, mais nous ne savions pas exactement où il se trouvait. Nous pensions que cette publicité additionnelle, le présentant comme un fugitif très dangereux, nous aiderait à le retrouver s'il avait quitté le secteur. Le 2 octobre, les enquêteurs retournèrent à un bâtiment qu'ils avaient fouillé la semaine précédente. L'équipement de camping qu'ils avaient alors remarqué se trouvait encore là, mais quelque chose manquait. Un imperméable bleu.
Jackson était-il venu le chercher maintenant que les nuits étaient plus froides? J'avais l'impression qu'il chercherait un bâtiment abandonné pour s'y cacher et s'y abriter. Nous avions affaire à un type en cavale qui n'avait rien à manger ni à boire et qui était sûrement dans un état émotionnel très instable, très anxieux. Physiquement, il allait mal, et mentalement aussi. En s'approchant de la grange que l'équipe avait fouillée plus tôt, un des pisteurs remarqua dans la boue l'empreinte d'une chaussure de course menant à l'intérieur. La dernière fois qu'on avait vu Jackson, il portait ce type de chaussures. Les membres de l'équipe ignoraient depuis combien de temps l'empreinte se trouvait là et si c'était bien Jackson qui l'avait laissée. Des équipes SWAT étaient venues et il nous était impossible de savoir si cette trace avait été laissée par un des leurs ou par Jackson. La boue avait partiellement séché, mais il y avait encore un peu d'humidité, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas plus de 8 heures. On entendit alors un coup de feu provenir de la grange. Un des membres de l'équipe parvint à sortir du bâtiment sain et sauf, mais pas son collègue. Quand j'ai entendu la détonation au-dessus de ma tête, j'ai vu des plombs projetés partout dans la grange. Je n'ai pas cru qu'un d'entre nous avait été touché. J'ai alors regardé à ma gauche et j'ai vu l'un des pisteurs sauter dans un box. Comme il ignorait où se tenait le tireur, il ne pouvait atteindre la porte sans risquer d'être une cible. Comme le pisteur n'avait pas de radio, les autres membres de l'équipe lui parlaient à travers les murs. Il leur dit qu'il n'avait pas été touché et décrivit l'intérieur de la grange pour que l'équipe puisse mettre au point un plan d'attaque. Il n'y avait pas d'autre sortie que la porte avant. Pour moi, l'issue de l'affaire Jackson ne pouvait qu'être violente. Je me disais qu'il allait se barricader, qu'il y aurait une fusillade au cours de laquelle il se ferait éventuellement tuer par un policier, ou encore qu'il se jetterait sous le feu de nos hommes pour se suicider. J'étais absolument sûr que cette affaire ne se résoudrait pas sans violence. Le pisteur attendait les secours de l'équipe. Il était prisonnier dans la grange, un forcené armé juché quelque part au-dessus de lui. Le 2 octobre 1986, le FBI et la police d'État du Missouri avaient encerclé une grange de Wright City où un pisteur était retenu prisonnier par un fugitif caché dans le fenil. Le fugitif était vraisemblablement Michael Wayne Jackson. Pendant qu'un hélicoptère surveillait les environs du Haut-Désert, des membres d'une unité SWAT prirent position autour du bâtiment. Un tireur d'élite devait occuper par ses tirs le forcené juste assez longtemps pour que le pisteur puisse sortir de la grange. La tactique porta fruit. Même si le pisteur se trouvait depuis plusieurs heures à l'intérieur depuis le coup de feu initial, il n'avait ni vu ni entendu le fugitif par la suite. L'agent spécial en chef, Al Elteroff, devait maintenant prendre d'importantes décisions. Nous ne voulions pas envoyer nos hommes à l'intérieur si Jackson avait prévu les prendre en embuscade. Il pouvait n'avoir tiré que pour nous attirer à l'intérieur et nous y attendre, toujours bien en vie, avec tout ce qu'il lui fallait de munitions. On ne savait pas à quoi s'attendre. Le propriétaire de la grange fit un croquis détaillé de l'intérieur du bâtiment. Il y avait un espace pour le tracteur, des stalles et, juste au-dessus, le fenil où se trouvait une lucarne. Il n'y avait aucune autre issue ni aucune trappe par laquelle le suspect pouvait sortir. Les agents tentèrent d'entrer en contact avec le fugitif. Ils n'obtinrent aucune réponse. Après avoir travaillé si fort et si longtemps, nous ne voulions pas tout gâcher en faisant une fausse manœuvre et risquer qu'un de nos hommes soit blessé.
Il s'agissait donc de procéder de façon très disciplinée, très organisée. L'agent spécial chargé de l'affaire espérait faire sortir le fugitif en envoyant du gaz lacrymogène dans la grange. Des hommes lancèrent des bombes lacrymogènes dans le fenil. Il n'y eut aucune réaction. Il faisait nuit et nous nous demandions si nous devions passer à l'action, lancer l'assaut ou attendre au lendemain matin, ou du moins jusqu'à l'aube. Après 11 jours de recherche, on pouvait bien tolérer quelques heures d'attente de plus, surtout que l'homme à l'intérieur était pris au piège. Mais la météo prévoyait des orages violents vers minuit. Les responsables de la police d'État et moi-même avons donc décidé que c'était le temps de passer à l'action. Équipés de lunettes de vision nocturne, des membres de l'unité SWAT se faufilèrent dans l'ombre. Deux d'entre eux fouillèrent le niveau inférieur pendant que deux autres les couvraient. Ils ne trouvèrent personne. Il était impossible de savoir si le fugitif les attendait, silencieux, ou même s'il était encore là. La réponse ne tarda pas à venir. Gisant parmi les balles de foin se trouvait un homme tenant un fusil qui semblait être Jackson. Il était mort, tué d'un seul coup de feu qu'il s'était tiré à la tête quelques heures plus tôt. Les agents devaient maintenant vérifier s'il s'agissait bien du fugitif. J'ai dit, prenez ces empreintes. Un expert du FBI se trouvait sur les lieux et il avait déjà les empreintes de Michael Wayne Jackson avec lui. Il a pris les empreintes de l'homme. Nous avons attendu qu'il ait complété son analyse, puis il nous a dit, c'est lui, c'est Michael Wayne Jackson. Nous étions tous très soulagés. Le meurtrier ne portait aucun gilet pare-balles, mais comme le psychologue du FBI l'avait prédit, Michael Wayne Jackson avait choisi de se donner la mort plutôt que de se rendre. 11 jours après qu'il ait tué son agent de probation et commencé sa cavale, la ville de Wright City au Missouri put se sentir à nouveau en sécurité. L'affaire aurait pu mal se terminer, selon le sergent Don Bizelli de la patrouille du Missouri. J'étais soulagé pour les habitants, soulagé de savoir que plus personne ne serait blessé. C'était ma principale préoccupation. Plus personne dans la population n'aurait à s'inquiéter de Michael Wayne Jackson. Depuis la mort de Thomas Gall, les agents de probation ont maintenant le choix de porter des armes de poing. L'agent spécial Jack Osborne était proche de Gall et de sa famille, et il souffre toujours de cette perte. En tant que représentant de la loi, je crois qu'on meurt un peu lorsque quelqu'un qui nous est cher souffre. Tom était proche de moi, c'était un ami. Et non seulement mon ami, mais aussi celui de tous les agents de notre bureau. Nous le connaissions bien et travaillions souvent en étroite collaboration avec lui, ainsi qu'avec le bureau de probation. Pour rendre hommage à Thomas Gall,
cet homme qui a donné sa vie dans l'exercice de ses fonctions, le bureau de probation d'Indianapolis porte maintenant son nom. Ainsi, ses amis et collègues ont pu exprimer de façon officielle leur profond respect et leur affection pour cet homme exemplaire. Sur une route du nord de la Virginie, en plein jour, des employés de la CIA sont victimes d'une fusillade. Tout le pays est sous le choc. On fait appel au FBI, mais les recherches à la grandeur du pays deviendront vite une chasse à l'homme internationale. Après des années d'enquête, les agents espèrent que l'opération risquée qu'ils mènent à l'autre bout du globe finira par mettre un terme à cette poursuite. C'est à Langley, en Virginie, en banlieue de Washington, que se trouvent les quartiers généraux de la CIA. Lundi 25 janvier 1993. Une autre semaine de travail commençait pour les quelques milliers d'employés de la CIA qui se rendaient à leur lieu de travail. Quelques-uns d'entre eux attendaient au feu de circulation pour tourner à gauche en direction des installations de l'agence gouvernementale. Ils étaient pour la plupart seuls dans leur voiture, à l'exception d'un véhicule où se trouvait un couple de nouveaux mariés qui s'étaient rencontrés à la CIA. Ils croyaient avoir la vie devant eux. Le jeune homme fut d'abord atteint par le projectile d'un tireur. Deux employés qui se trouvaient derrière l'assaillant descendirent de leur voiture en le voyant avancer. Un troisième employé accéléra avant qu'il n'ait eu le temps de faire feu. Deux autres automobilistes brûlèrent alors le feu rouge pendant que leur voiture était criblée de balles. Le tireur fit ensuite feu sur un homme de 61 ans à 2 reprises à bout portant. En regardant derrière, il s'aperçut que le premier homme sur qui il avait fait feu était encore en vie. Il le visa à nouveau. Cette fois, il le tua, mais il épargna sa femme. Il ne restait plus qu'un employé de la CIA. Cet homme de 66 ans, paralysé par la peur, fut tué instantanément de 2 balles coup sur coup. Au service d'urgence de Fairfax County, on reçut des dizaines d'appels. Toutes les unités furent envoyées sur les lieux. Du personnel d'urgence de plusieurs villes accourut pour venir en aide aux victimes qui reposaient entre la vie et la mort. Le détective Fred Fife de Fairfax County se vit confier la responsabilité de cette enquête. La première chose qu'on a faite, c'est de s'assurer que la scène du crime n'était plus dangereuse. On ignorait à quel type d'individu on avait affaire. On a donc posté des gardiens armés tout autour de la scène du crime pour se protéger contre une autre attaque. Les autorités surveillèrent ensuite tout le secteur dans un rayon de 5 km et ils coupèrent l'accès de la route 123 aux automobilistes. Sur la scène du crime, la police trouva 2 cadavres et 3 personnes grièvement blessées. 4 autres personnes, dont 3 femmes, s'en étaient tirées saines et sauves. L'agent spécial Brad Garrett arriva sur place quelques instants après la fusillade. La première chose à faire en arrivant sur la scène du crime, c'est de voir globalement à quoi rime toute l'affaire. Dans ce cas-ci, on s'en était évidemment pris à la CIA. On pouvait en avoir voulu aux victimes, mais il était plus vraisemblable que le tireur avait voulu faire un geste public, surtout qu'il avait agi en pleine heure de pointe. On conduisit rapidement les victimes aux hôpitaux les plus près. Pendant ce temps, les enquêteurs interrogèrent les survivants. Il fallait rapidement transmettre la description du fugitif et de son véhicule aux autorités locales. Malheureusement, les témoins n'avaient guère eu le temps de remarquer quoi que ce soit et de plus, leurs dépositions différaient les unes des autres. Les témoins nous ont dit que le suspect était un homme au teint basané et qu'il était armé d'une carabine.
C'était à peu près tout ce qu'on a pu utiliser pour faire dresser son portrait. Les descriptions de sa taille variaient. Quant à son véhicule, c'était, selon les témoignages, une fourgonnette brune ou encore une camionnette bleue. Je crois que beaucoup de témoins étaient dans un tel état de panique qu'ils ont surtout cherché à se protéger. Une femme avait vu le suspect mieux que les autres. Selon elle, le tireur était un homme aux cheveux foncés, dans la trentaine, et portant une veste brun clair et des pantalons foncés. Bien qu'elle ait été dans son champ de vision, il avait choisi de ne pas tirer sur elle. On a analysé le profil des victimes pour voir s'il pouvait y avoir un lien entre elles. Avait-elle fait quelque chose dans le passé qui eût provoqué cette intention de se venger, autant au plan personnel que professionnel? La scène du crime mesurait 50 mètres carrés. Des éclats de verre et des douilles jonchaient la route. Les techniciens judiciaires devaient prendre note de tous ces détails avant de sortir les corps des deux victimes de leur voiture, comme en témoigne le détective Jeff Miller de Fairfax County. Mon devoir, c'est de devenir la voix de ces victimes. Ces gens ne parleraient plus jamais et quelqu'un devait le faire pour eux. C'est comme ça que je perçois mon travail. Je deviens la voix de ces victimes. Et c'est mon travail de tout faire pour identifier et trouver la personne responsable de ces crimes. Les techniciens recueillirent 10 douilles de projectiles. Elles provenaient vraisemblablement d'un fusil AK-47. Un peu à l'arrière des autos, là où le tireur avait commencé à faire feu, les experts recueillirent également un projectile. Cela indiquait aux enquêteurs que l'arme utilisée était semi-automatique et qu'elle s'était enrayée avant que le tireur ne parvienne à tirer le premier projectile. Par l'analyse de l'emplacement des douilles par rapport à celui des éclats de verre, l'équipe put dresser les trajectoires des projectiles et savoir dans quel ordre ils avaient été tirés. Les enquêteurs recueillirent également des échantillons de glace de tous les véhicules. Peut-être que la combinaison de plusieurs types de verre au même endroit pourrait devenir un indice significatif. Il y avait là plusieurs voitures de manufacturiers différents, allemands, américains et suédois. La composition du verre de ces voitures n'était pas la même. Quelques fragments, même microscopiques, de ces vitres en éclatant pouvaient avoir atteint le tireur. Il pourrait donc être très compromettant pour un suspect que l'on trouve ces 3 différentes sortes de verres sur ses vêtements. Pendant que les techniciens poursuivaient la cueillette d'indices sur la scène du crime, des agents et des détectives se rendirent dans les hôpitaux du secteur pour parler aux survivants de l'attaque. La jeune femme qui avait perdu son mari n'avait guère eu le temps de voir quelque chose puisqu'elle était restée cachée sous le tableau de bord presque tout le temps. Elle déclara que l'homme aurait pu faire feu sur elle à tout moment, mais qu'il s'était détourné et qu'il était parti, comme il l'avait fait à l'égard de l'autre femme qui avait survécu. Au poste de commandement de Fairfax County, la femme qui avait le mieux vu le tireur travailla avec un dessinateur judiciaire. En se basant sur sa description, les enquêteurs étaient d'avis que le tireur était d'origine hispanique ou du Moyen-Orient. La femme n'avait pas eu le temps d'examiner la voiture du meurtrier, mais elle se rappelait qu'il s'agissait d'une familiale. Les enquêteurs transmirent le portrait robot au public. Une des premières choses que nous avons dû faire a été de fournir un numéro de téléphone. Si quelqu'un avait assisté à la scène ce matin-là, on voulait qu'il nous appelle. Et pour ce faire, on devait établir une ligne téléphonique et en donner le numéro dans les médias le plus vite possible. Les appels ne tardèrent pas à entrer. Pendant ce temps, les agents et les policiers étaient toujours à la recherche du mobile de cette tuerie. S'ils découvraient ce qui avait poussé le meurtrier à un tel acte, ils réduiraient ainsi la liste des suspects potentiels. Les agents examinèrent le passé des victimes en cherchant à savoir pourquoi on les avait ciblées.
En scrutant les antécédents des victimes, les circonstances du drame par exemple, pourquoi se trouvait-elle à cette intersection, etc., il est devenu évident, du moins pour moi, qu'il n'y avait aucun lien entre les victimes, pas plus qu'entre elles et l'homme qui avait tiré. À peine 8 heures après la fusillade, le détective Jeff Miller de Fairfax examina les douilles trouvées sur la chaussée de la scène du crime. Il put confirmer qu'il s'agissait bien de douilles d'un fusil d'assaut AK-47, une arme utilisée principalement par les armées russes et chinoises. À la suite d'un examen plus attentif, il découvrit une empreinte digitale sur l'une d'elles. Ce qui complique les choses dans ces cas-là, c'est la forme cylindrique de la douille. L'empreinte recouvrait environ 80% de la circonférence. Elle en faisait presque tout le tour. Je devais donc la photographier en plusieurs étapes. Je prenais une photo, et puis je la tournais de quelques millimètres. J'ajustais l'éclairage pour qu'il soit identique à celui de la photo précédente, et je prenais une autre photo. J'ai répété ce procédé jusqu'à ce que la douille soit photographiée sur toute sa circonférence. Ce fastidieux procédé permit d'obtenir une empreinte digitale complète. C'était là la première piste solide des enquêteurs. On introduisit l'empreinte dans un système informatisé relié à 185 autres bases de données partout en Amérique du Nord. On a pris cette empreinte et on l'a envoyée à toutes les bases de données en Amérique du Nord. On leur a ensuite demandé de vérifier si cette empreinte digitale était fichée dans un de leurs systèmes. Malgré d'importantes recherches, on ne trouva rien. Cela signifiait que le suspect n'avait pas de casier judiciaire ou qu'il n'avait jamais commis de crime sur le territoire nord-américain. Le lendemain matin, la police se mit à la recherche de témoins parmi les automobilistes qui utilisaient la route 123 et qui auraient pu voir quelque chose d'anormal le matin de la fusillade. Les agents distribuèrent le portrait robot du suspect à 3000 automobilistes. L'imposante couverture médiatique permit d'obtenir des témoignages d'un peu partout aux États-Unis. Même si aucun de ces témoignages ne se démarquait des autres, on les conserva tous dans la base de données du poste de commandement qui ne cessait de s'agrandir. Pendant toute la soirée, les patrouilleurs sur les routes du nord de la Virginie et près de Washington restèrent en alerte. Ce soir-là, une voiture dont la description correspondait à celle du suspect fut arrêtée par un patrouilleur de la Virginie. Celui-ci demanda des renforts avant de s'approcher du véhicule. Il ignorait s'il s'agissait du tireur et, si c'était le cas, si celui-ci était toujours armé de son AK-47. Le 26 janvier 1993, 36 heures s'étaient écoulées depuis qu'un tireur avait ouvert le feu avec un fusil d'assaut AK-47 devant les bureaux de la CIA et tué 2 personnes en plus d'en avoir blessé 3 autres. Un patrouilleur des autoroutes de Virginie arrêta un véhicule dont la description correspondait à celle de la voiture du suspect. Les témoins avaient affirmé que le suspect avait un teint mat et des cheveux foncés et qu'il était de stature moyenne. Bien que l'homme arrêté par le patrouilleur correspondît à cette description, ses empreintes digitales différaient de celles du fugitif. Des dizaines d'agents de la CIA, de l'ATF et du FBI s'étaient maintenant joints à l'équipe du détective Fred Fife de Fairfax County pour retrouver le tireur. Quand on a eu besoin d'aide, on nous a apporté le soutien demandé. Le FBI a été très généreux en ce sens. On nous a fourni non seulement une technologie de pointe, des ordinateurs et ainsi de suite, mais on nous a également affecté des employés de bureau capables de gérer le système que nous avions mis sur pied pour traiter les pistes qui nous parvenaient du public. Mais l'agent Brad Garrett était toujours très préoccupé. Malgré le fait qu'on ait trouvé une empreinte digitale sur la douille de la scène du crime, on n'avait pas encore identifié l'auteur de la fusillade et l'on ne connaissait pas son mobile. Tout ce que l'on savait, c'était que le tireur avait utilisé un fusil AK-47. J'ai décidé que l'on fasse un retour en arrière
et qu'on s'arrête sur tous les AK-47 achetés au cours de l'année précédente. On sait que les gens qui commettent ce genre de crime achètent généralement leur arme peu de temps avant de passer à l'acte. Au cours des jours suivants, les agents de l'ATF rendirent visite aux armuriers de Virginie et à ceux du Maryland, à l'exclusion de Washington, compte tenu que l'achat ou la possession d'armes à feu sont interdits dans la capitale. Les agents découvrirent qu'on avait vendu 1000 AK-47 dans le nord de la Virginie au cours de l'année. On en avait vendu 600 au Maryland. Les agents recueillirent les relevés de chacune de ces ventes. Ils introduisirent ensuite le nom des propriétaires dans leur base de données. Le 1er février, soit une semaine après la fusillade, les enquêteurs espéraient que leur base de données sans cesse grandissante leur permettrait d'établir un lien entre les milliers de noms et de rapports de police qui s'y trouvaient. On fixa de nouveaux paramètres afin que soient comparées les caractéristiques du suspect à celles des individus du comté qui avaient acheté un AK-47. Le système fournit alors un nom, celui de Mir Emal Kansi, âgé de 28 ans. Celui-ci avait fait l'acquisition d'un AK-47 3 jours avant la fusillade. Cet immigrant pakistanais vivait à Herndon, en Virginie, et son colocataire avait signalé sa disparition 3 jours après la tuerie. Les enquêteurs mirent aussitôt une équipe d'agents à la recherche de Mir Emal Kansi. Celui-ci n'était pas retourné chez lui, mais son colocataire qui avait signalé sa disparition travaillait à l'aéroport international Dulles. Il était également d'origine pakistanaise. Il était embauché par une société de sécurité pour faire fonctionner un magnétomètre, cet appareil qui vérifie si les passagers portent des armes sur eux. Il déclara au FBI qu'il n'avait pas vu Kansi depuis plusieurs jours. Il ajouta qu'il ne pouvait pas parler plus longtemps aux agents parce qu'il était de service, mais qu'il pouvait les rencontrer plus tard chez lui à Herndon et qu'il répondrait alors à toutes leurs questions. Le colocataire déclara qu'il devait retourner au Pakistan plus tard au cours de la semaine, mais il assura les agents qu'il coopérerait avec eux d'ici là. Mais lorsque les enquêteurs se rendirent chez lui, il n'était pas là. Ils découvrirent alors qu'il avait devancé ses plans de voyage. Plusieurs des choses qu'il avait dites à l'agent et au détective le dimanche se sont révélées fausses. Il avait avisé le propriétaire de son appartement qu'il partait le mardi et non le jeudi comme prévu initialement. Il avait modifié son billet pour partir pour le Pakistan ce même mardi. De fait, il n'y avait aucune possibilité pour lui de quitter plus rapidement le pays. Il ne restait même pas 24 heures avant le vol du colocataire. Les agents surveillèrent l'appartement dans l'espoir de le voir arriver, lui ou Kansi. Leur travail porta fruit. Ils trouvèrent le colocataire chez lui, seul. L'appartement était pratiquement vide. Apparemment, Kansi et son colocataire n'avaient pas l'intention de revenir aux États-Unis. Le colocataire déclara qu'il ignorait où se trouvait Kansi, mais il permit aux enquêteurs de fouiller l'appartement presque vide. Dans la chambre, les agents trouvèrent dans une valise 2 pistolets automatiques, un Beretta et un Makarov, des munitions pour un fusil AK-47 ainsi qu'un gilet pare-balles. Le colocataire déclara ignorer l'existence de ces armes et il ajouta que c'était la valise de Kansi. Les enquêteurs poursuivirent les fouilles. Sous un canapé, enveloppé dans du plastique, ils trouvèrent une autre arme à feu. C'était un AK-47.
soit le même type d'arme que celle qu'on avait utilisée pour abattre 2 personnes et en blesser 3 autres devant le siège social de la CIA. À nouveau, le colocataire déclara qu'il ignorait l'existence de cette arme. Il dit qu'il avait rencontré Kansi quelques mois plus tôt quand celui-ci était venu vivre avec lui. Le colocataire nous a dit qu'il avait rencontré Kansi par l'entremise d'un autre homme d'origine pakistanaise. Kansi se cherchait un logement et le colocataire lui avait alors offert de venir vivre chez lui. Il s'était ensuite entendu sur le montant que devait lui donner Kansi pour habiter là. Dans l'espoir de ne plus faire l'objet des soupçons des enquêteurs, le colocataire signa un document selon lequel il consentait à collaborer avec eux dans le cadre de l'enquête. Dans un placard, les agents découvrirent une veste brun clair comme celle que portait le tireur. Le colocataire déclara qu'elle appartenait à Kansi. Devant l'appartement, il leur montra où était garé le véhicule de Kansi, un pick-up. Les agents constatèrent qu'il était bien enregistré au nom du suspect. À l'intérieur se trouvait une carte routière dépliée précisément pour indiquer où se trouvaient les bureaux de la CIA à Langley. À côté, ils remarquèrent une coupure de journal avec un article à propos du directeur de la CIA. Les agents devraient obtenir un mandat pour fouiller le véhicule. Si c'était bien cette camionnette qui avait servi lors de la fusillade, elle ne correspondait en rien à la description des témoins. Au poste de police, les enquêteurs poursuivirent leur interrogatoire du colocataire de Kansi. Celui-ci déclara que Kansi travaillait pour un service de messagerie depuis août 1992. 6 mois plus tôt, en février, Kansi avait obtenu l'asile politique ainsi qu'un permis de travail du service d'immigration. On a eu de la chance dans ce cas parce qu'on disposait des empreintes digitales de Kansi. Non pas parce qu'il avait un casier judiciaire aux États-Unis, mais parce que le service d'immigration lui avait demandé de les donner au moment où il avait demandé l'asile politique. On a donc pu obtenir la fiche contenant ces empreintes du service d'immigration. On demanda à des experts en dactyloscopie d'examiner l'indice au cours de la nuit suivante, pendant que les enquêteurs poursuivaient leur interrogatoire du colocataire. Selon lui, Kansi était un homme plutôt taciturne. Mais lorsqu'il écoutait le journal télévisé et voyait comment on traitait les musulmans durant les conflits en Bosnie, en Irak et en Israël, il sortait de ses gonds. C'était dans ces moments-là qu'il jurait de passer aux actes. Le colocataire a fini par dire que Kansi lui avait confié qu'il allait faire quelque chose d'impressionnant. Et quand on lui a demandé de nous dire ce qu'il entendait par là, il a dit qu'il n'en était pas sûr, mais que ce pourrait être une fusillade. Kansi lui a dit qu'il ferait quelque chose d'important au bureau de la CIA, à la Maison-Blanche ou à l'ambassade d'Israël. Même si les agents croyaient que le colocataire n'était pas mêlé à la fusillade, ils lui interdirent de quitter le pays tant que l'enquête ne serait pas terminée. Les experts du labo comparèrent l'empreinte recueillie sur la douille de projectile de la scène du crime à celle de Kansi sur la fiche du service d'immigration. Elles étaient identiques. On put ensuite également confirmer que le numéro de série de l'arme trouvée dans l'appartement était le même que celui du fusil d'assaut AK-47 fabriqué en Chine et que Kansi avait acheté 3 jours avant la fusillade de la CIA. Kansi avait présenté 2 pièces d'identité pour que la police puisse effectuer des vérifications sur ses antécédents. L'achat avait été approuvé en quelques minutes à peine. Les experts du laboratoire du FBI comparèrent ensuite des projectiles et les douilles de l'AK-47 obtenus lors de tirs d'essai à des projectiles et des douilles recueillies sur la scène du crime par le détective Jeff Miller de Fairfax County. L'expert en balistique a pu affirmer que les balles de la scène du crime avaient été tirées avec l'arme trouvée à l'appartement de Kansi. Il a également pu examiner les douilles obtenues lors des tirs d'essai en laboratoire avec le AK-47. Il les a comparées à celles que j'avais recueillies sur la scène du crime et conclut que ces douilles provenaient de la même arme. Les techniciens examinèrent ensuite la veste trouvée dans le placard de Kansi. Si c'était bien la veste décrite par les témoins de la fusillade, on trouverait sans doute des éclats de verre incrustés dans le tissu.
On disposait de verres provenant d'une voiture allemande, d'une voiture suédoise et d'une voiture américaine. Si l'on retrouvait tous ces types de verres sur ses vêtements ou ses chaussures, il serait alors évident que s'il n'était pas l'auteur de ce crime, il devait forcément être sur les lieux pour que l'on retrouve tous ces échantillons de verre simultanément sur lui. Les techniciens sont parvenus à trouver des particules de verre sur ses vêtements qui correspondaient aux verres de toutes les voitures sur la scène du crime. Les enquêteurs disposaient maintenant d'assez d'indices pour accuser Mir Emal Khensi d'homicide au premier degré et d'avoir blessé d'autres personnes avec l'intention de les tuer. Le FBI l'inculpa également de délit de fuite pour se soustraire à la justice. On offrit la somme de 100 000 $ à quiconque fournirait des informations menant à la capture de Khensi. Les agents se dispersèrent ensuite pour aller interroger les membres de la communauté pakistanaise de la région de Washington. Ils étaient à la recherche d'amis de Khensi, de connaissances ou de quiconque aurait été en contact avec lui. On a appris que Khensi s'était rendu dans un marché de Herndon. Le propriétaire de ce marché connaissait le gérant d'une agence de voyage. Interrogé à ce sujet, le gérant nous a appris que Khensi était venu le voir dans l'après-midi du 25, soit le jour de la fusillade, et qu'il avait acheté un aller simple pour le Pakistan. 2 semaines après une fusillade devant les bureaux de la CIA, une chasse à l'homme à l'échelle de la planète allait s'organiser. L'enquête serait ouverte à quelques 13 000 km de la scène du crime, au Pakistan. Au mois de février 1993, le Pakistanais Mir Emal Khensi, 32 ans, était recherché par le FBI pour le meurtre de 2 employés de la CIA et pour avoir blessé 3 autres personnes sur la route devant le siège social de la CIA à Langley, en Virginie. 2 semaines après la fusillade, les agents apprirent que Khensi était monté à bord d'un avion en partance pour Quetta au Pakistan le 25 janvier et qu'il n'avait acheté qu'un billet aller simple. Quetta se trouve à moins de 130 km de la frontière afghane. Maintenant, le fugitif pouvait se trouver n'importe où. Se mettre à sa recherche à l'autre bout du globe présentait de gros problèmes pour l'agent spécial Brad Garrett du FBI. Une des difficultés pour tous ces cas outre-mer, c'est qu'on n'a aucun pouvoir. On n'est qu'un autre citoyen américain se trouvant en pays étranger. La clé pour trouver un fugitif, c'est donc de faire affaire avec le service de renseignement secret, donc par le biais d'informateurs. Le FBI se tourna vers l'agent spécial et superviseur Gregory Lee de l'agence américaine de lutte contre la drogue, la DEA. Comme le Pakistan était alors un important centre d'héroïne et de hashish, la DEA y avait de nombreux contacts et informateurs fiables depuis une dizaine d'années. Au moment de cette enquête, l'agent Lee était en charge du bureau de la DEA à Karachi, au Pakistan. L'environnement de travail était complètement différent de ce à quoi un agent du FBI est habitué aux États-Unis. C'était comme s'il se retrouvait dans un endroit totalement étranger où tout était nouveau. La langue, l'infrastructure, comment fonctionner, qui rencontrer. Mais on pouvait lui fournir de la protection, des armes et tout ce dont il avait besoin pour mener son enquête. Dans ce pays de 135 millions d'habitants, instable au niveau politique et où la corruption avait atteint la fonction publique, le FBI aurait besoin de toute l'aide disponible. L'agent Garrett se rendait également compte que Khensi trouverait de nombreuses personnes sympathiques à sa cause au Pakistan et en Afghanistan, le pays voisin. Il serait respecté en Afghanistan. De fait, il était déjà respecté au Pakistan. La CIA en particulier, de même que le gouvernement américain en général, ne sont pas aimés dans ces pays, avec pour résultat que les gens refusaient de nous divulguer des informations à propos de Khensi, parce qu'ils trouvaient héroïque ce qu'il avait fait, comme certaines personnes nous l'ont dit. En mars 1993, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis déclara que l'attaque des employés de la CIA avait été un acte de terrorisme et offrit la récompense de 2 millions de dollars à quiconque fournirait des informations menant à la capture de Khensi. Une fois la logistique établie, l'agent Garrett prit l'avion en partance pour Karachi au Pakistan, un vol de 21 heures. Dès son arrivée, les agents de la DEA lui avaient fixé une rencontre avec un informateur.
Ils distribuèrent des brochures et des cartons d'allumettes avec la photo de Kansi, mentionnant également la récompense de 2 millions de dollars en anglais, en arabe et en pendjabi. La récompense suscita des réactions d'aussi loin que la Thaïlande et l'Angleterre. Des informateurs du Pakistan déclarèrent que Kansi se cachait dans des tribus et villages d'Afghanistan, près de la frontière. La famille de Kansi était originaire de l'Afghanistan. Il ne faut pas oublier que Kansi venait de Quetta, au Pakistan, une ville à moins de 130 km de l'Afghanistan. Il y avait donc un lien naturel entre Kansi, Quetta et l'Afghanistan. Les agents se rendirent à la maison de la famille de Kansi à Quetta, où ils interrogèrent ses frères, tous de riches propriétaires terriens. Ceux-ci déclarèrent que Kansi était bienvenu en janvier, soit quelques jours après la fusillade en Virginie. Il était arrivé sans s'annoncer et n'avait avec lui qu'une petite valise. C'était plutôt étrange, compte tenu du fait de la longueur du voyage. Les frères de Kansi avaient également trouvé bizarre que celui-ci ne portât pas de manteau, car c'était durant la période la plus froide de l'année. Kansi n'était resté que quelques jours, puis il était reparti aussi vite qu'il était arrivé. Il n'avait dit à personne où il allait, et ses frères n'avaient eu aucune nouvelle de lui depuis. Quelques semaines plus tard, ceux-ci avaient appris de la chaîne d'information CNN que Kansi était recherché pour un acte de terrorisme. Les agents croyaient qu'il était probable que Kansi se cachait en Afghanistan, juste de l'autre côté de la frontière. Nous savions alors qu'il serait plus en sécurité en Afghanistan, et particulièrement à ce moment-là, parce que ce pays était contrôlé par plusieurs tribus. Il n'y avait alors pratiquement aucun gouvernement central dans ce pays. On n'avait donc même pas à demander la permission pour y aller. L'enquête se buta alors à un mur. Les agents rentrèrent bredouille aux États-Unis. L'affaire Kansi ne progressa pas au cours des 3 années suivantes. C'est alors que le ministère des Affaires étrangères augmenta la récompense au montant de 3,5 millions de dollars. L'agent Garrett espérait que cette généreuse récompense attire un informateur. Il travailla avec les experts en dactyloscopie du FBI à Washington. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis l'attentat et Garrett désirait savoir comment reconnaître les empreintes digitales de Kansi si jamais le suspect venait à être arrêté dans un secteur isolé. L'agent étudia les traits caractéristiques des empreintes des 10 doigts de Kansi que celui-ci avait fournis au service d'immigration quelques années plus tôt. Les experts montrèrent également à l'agent Garrett comment prendre les empreintes d'un suspect rebelle sur le terrain. J'ai dû consacrer à cette affaire le plus clair de mes énergies pendant un bon bout de temps. Je crois que j'avais peur de ne jamais pouvoir le capturer. Et cette peur était bien fondée. En avril 1997, après 4 années à pourchasser Kansi, un agent du FBI posté au consulat américain de Karachi au Pakistan reçut un appel d'une de ses sources les plus fiables. L'homme affirma qu'il savait où se cachait Kansi, mais il refusa d'en dire plus au téléphone. Il demanda à l'agent de l'attendre dans un endroit public et lui dit qu'un autre homme l'appellerait sur son téléphone portable 1 heure plus tard. Les rues bondées de Karachi fournissaient une excellente couverture pour l'informateur. Mais s'il était aperçu en train de parler à un agent américain par des gens mal intentionnés, cela pouvait lui coûter la vie. Comme convenu, l'agent attendu l'appel à l'endroit prévu.
Il espérait que l'informateur lui fournirait des informations valables qui permettraient de mettre le grappin sur Kensi. L'informateur déclara que non seulement il savait où se trouvait Kensi, mais aussi qu'il lui serait possible de l'attirer dans un hôtel à un moment précis pour que l'on puisse procéder à son arrestation. L'informateur représentait un groupe chargé de la protection de Kensi qui n'avait su résister à la promesse de la généreuse récompense. Le gouvernement américain suivait cette affaire de près. La Maison-Blanche approuva le plan secret de l'arrestation. Le secrétaire d'État obtint ensuite la permission du chef du Pakistan de laisser les agents américains mener à bien cette délicate opération. Les Pakistanais sont très sensibles quant à leur image. Ce sont des gens très fiers. Ils n'aimaient pas qu'un de leurs compatriotes soit identifié comme un terroriste international. Que quelqu'un puisse se rendre de l'autre côté de la planète, à Washington, avec l'intention de tuer des employés de la CIA, ça les mettait dans l'embarras. Les agents arrivèrent au Pakistan accompagnés d'une équipe spécialisée dans les opérations spéciales formée par les gens du FBI à Quantico, en Virginie. Ils devaient ramener Kensi d'un hôtel situé dans une ville du désert, dans la partie nord du Pakistan, où l'informateur leur avait promis de l'attirer. Après avoir analysé le plan de l'hôtel, chacun des membres de l'équipe se vit assigner une tâche. Les agents s'installèrent dans une chambre devant l'hôtel. Ils ne pouvaient d'aucune façon vérifier si Kensi y était vraiment. Ils devaient faire entièrement confiance à l'informateur. Selon ce même informateur, la chambre de Kensi se trouvait à un étage supérieur. En se basant sur le plan de l'immeuble, les agents avaient prévu bloquer toutes les issues du hall puis l'escalier avant de faire irruption dans la chambre de Kensi. L'informateur leur avait dit que la porte de l'hôtel n'était jamais verrouillée et qu'il n'y avait pas de gardien de sécurité. Avec ces informations, on a mis au point un plan d'arrestation. On savait comment on entrerait dans la chambre, qui surveillerait le hall d'entrée, et ce que nous ferions une fois dans la chambre. C'était extrêmement important. Quand on met sur pied un scénario comme ça, chacun doit savoir exactement ce qu'il a à faire. Après avoir fermé les issues du hall de l'hôtel et l'escalier, un agent déguisé attirerait le fugitif à l'extérieur de sa chambre en lui annonçant que c'était l'heure de la prière. Les agents enfilèrent leurs gilets pare-balles et vérifièrent leurs armes. Pour cacher ces armes, ils revêtirent des vêtements traditionnels du Pakistan. Le 15 juin 1997, le plan de l'arrestation de Mir Emal Kensi se mit en branle. L'équipe arriva à 4 heures du matin, car à cette heure, on croyait qu'il y aurait moins de passants. Mais lorsque les hommes tentèrent d'entrer dans l'hôtel, ils trouvèrent la porte fermée. On ne pouvait pas entrer. On était donc là, 4 Américains portant ces vêtements pakistanais à 4h05 du matin devant l'hôtel. Notre niveau d'anxiété était à son plus haut point compte tenu de la situation. C'était comme si tout cela n'était pas réel. Pour rendre la situation encore pire, la rue était bondée de gens qui n'avaient pu que remarquer ces Américains costumés. On ignorait qu'il pouvait faire très chaud l'été dans cette ville. Par conséquent, les gens commençaient à travailler vers 3 ou 4 heures du matin. Il y avait donc plein de gens partout. On n'avait pas prévu ça non plus. L'informateur s'était trompé à propos de la porte de l'hôtel. Après 4 ans et demi à pourchasser Kensi, le FBI se butait encore à un écueil. Le 15 juin 1997, une équipe d'arrestation du FBI qui portait des vêtements traditionnels pakistanais tentait d'entrer dans un hôtel dans la région centre-nord du Pakistan où le présumé terroriste Mir Emal Kensi se terrait. Mais selon l'agent spécial Brad Garrett du FBI, leur informateur les avait induits en erreur. On nous avait dit que la porte de l'hôtel ne serait pas verrouillée et qu'il n'y aurait pas de gardien de sécurité. Or, quand nous sommes arrivés, la porte était fermée à clé et quelques minutes plus tard, on a vu qu'il y avait bel et bien un gardien de sécurité.
Les agents firent signe aux gardiens de leur ouvrir la porte et ils entrèrent dans l'hôtel. L'équipe prit position dans le hall pendant que certains agents montaient rapidement à l'étage. Ils espéraient que l'informateur ne s'était pas trompé en leur donnant le numéro de la chambre de Kensi et en affirmant que le fugitif était bien là. Lorsque tous les membres de l'équipe eurent pris position, l'agent qui servait de couverture frappa à la porte pour annoncer le début de la prière en espérant que l'occupant sortirait de sa chambre. Si Kensi était là, il pouvait être armé. Les agents se préparaient au pire. Dès que la porte s'ouvrit, les agents firent irruption dans la pièce. L'homme tenta de leur échapper et se mit à crier. On dut le bâillonner pour s'assurer qu'il ne réveillerait pas les autres occupants. Après qu'il se fut calmé un peu, je lui ai dit « Je vais vous enlever ce bâillon si vous me faites la promesse de ne pas crier. » Il a acquiescé. Je lui ai donc enlevé le bâillon et je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a répondu par des obscénités en anglais. Il ne ressemblait en rien à la photo qu'on avait du suspect. Il était plus gros. Je lui ai alors dit que je n'étais pas sûr qu'il était l'homme qu'on cherchait. L'agent espérait que les empreintes de l'homme qu'il venait de capturer correspondraient à celles que Kensi avait fournies au service d'immigration américain 6 ans plus tôt. Il appliqua de l'encre sur le pouce de l'homme et compara l'empreinte obtenue à celle du pouce de Kensi. Les deux empreintes étaient identiques. Après plus de 4 ans et demi et un parcours de près de 13 000 km, le FBI avait enfin mis la main au collet du présumé terroriste Mir Emal Kensi. Mais la mission n'était pas encore terminée. Non seulement devait-on arrêter Kensi, mais on devait également le sortir de l'hôtel sans encombre et finalement quitter le Pakistan. L'agent spécial et superviseur Gregory Lee de la DEA apporta son soutien logistique au FBI. Cet homme était alors en détention. Mais les agents étaient en terre étrangère, dans un désert comme Death Valley, par exemple. Et l'on devait ramener ce Pakistanais aux États-Unis. Le fait que des Américains tiennent un Pakistanais en captivité dans son propre pays était dangereux. Les agents conduisirent le fugitif à un hélicoptère où ils s'envolèrent jusqu'à Islamabad, d'où ils obtinrent la permission d'extrader le suspect dès le lendemain. Les quartiers généraux du FBI à Washington furent informés du succès de la mission par le code suivant: le colis a été livré. L'équipe d'arrestation ramena Kensi aux États-Unis à bord d'un avion militaire. Pour éviter d'atterrir en pays étranger, on refit le plein d'essence pendant le vol. Ainsi, Kensi ne pourrait demander l'asile politique avant de comparaître en justice aux États-Unis. Au cours du vol de 21 heures, Kensi avoua qu'il était resté en Afghanistan pendant presque 4 ans et demi. Il reconnut également qu'il était responsable de la fusillade devant les bureaux de la CIA. Il avait décidé d'abattre des employés avant qu'ils n'entrent sur les terrains bien protégés de l'agence pour exprimer son mécontentement envers la CIA et les États-Unis. Il ajouta qu'il n'avait pas tué de femmes car la loi islamique le lui interdisait. Après la fusillade, il avait été surpris de voir qu'il était encore en vie. Il s'était alors rendu dans un parc, puis il avait mangé avant de s'acheter un billet d'avion pour le Pakistan. On lui a demandé pourquoi il avait cessé de tirer alors qu'il avait encore beaucoup de munitions avec lui, selon ses propres dires, et qu'il en avait laissé tant d'autres dans son appartement. Et il nous a répondu que c'était parce qu'il avait manqué de cible. Affirmant qu'il avait donné sa déposition en toute liberté, Kensi signa ses aveux. Après être arrivé aux États-Unis, un hélicoptère le transporta à un endroit surveillé. Les agents ne négligèrent aucune mesure de sécurité pour remettre Kensi aux mains de la police de Fairfax, où il faisait face à des accusations d'homicide et de coups et blessures. Le détective Jeff Miller n'a jamais oublié ce jour-là. En le capturant et en le rapatriant aux États-Unis, on a montré au reste du monde que notre pays, de même que le FBI et la CIA, ne peuvent laisser quelque chose d'aussi grave se produire sans rien faire.
Peu importe le temps qu'il faudra, peu importe l'endroit où ces gens se cacheront, les États-Unis feront toujours l'impossible pour traquer ces criminels et les traduire en justice. Quincy a été trouvé coupable de meurtre, d'avoir fait feu avec intention de tuer et d'avoir utilisé une arme à feu avec l'intention de commettre des crimes. Il a été condamné à mort. On l'a exécuté en 2002. Suite à la fusillade, on a érigé un monument à la mémoire des victimes de la route 123, à l'endroit même où elles sont tombées après avoir été abattues par le tireur. La CIA a resserré les mesures de sécurité au siège social de Langley, ainsi qu'à tous ses bureaux à travers le monde. Cette enquête couronnée de succès s'est ajoutée à la longue série de batailles contre le terrorisme.